Bonjour à tous, je m'appelle Idriss Omar, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'Institut de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière et je vais vous parler pendant une heure et demie de troubles du rythme et de conduction. Alors tout d'abord, quelques rappels anatomiques des circuits électriques du cœur. L'activité électrique du cœur vient en fait du nœud sinusal qui se trouve dans l'oreillette droite. Et ce nœud sinusal va être le pacemaker en fait entre guillemets de l'activité électrique du cœur. La dépolarisation de ce nœud va permettre une dépolarisation de toute l'oreillette droite puis l'oreillette gauche pour permettre cette contraction, et cette dépolarisation va se transmettre électriquement également jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire pour ensuite se transmettre au ventricule par le faisceau de His qui se divise en une branche droite et une branche gauche qui elle-même se subdivise en une hémibranche postérieure et une hémibranche antérieure. La dépolarisation, comme je le disais, du nœud sinusal va permettre la contraction progressive de l'oreillette droite et gauche et sera suivie ensuite de la dépolarisation ensuite des ventricules. Sur le tracé ECG qu'on voit ici, l'onde P correspond à la dépolarisation auriculaire ou dépolarisation atriale qui ensuite va se repolariser par la suite, et la repolarisation auriculaire est cachée en fait au milieu du complexe QRS qui correspond à la dépolarisation ventriculaire. Et la dépolarisation ventriculaire est suivie par l'onde T qui correspond à la repolarisation ventriculaire. Pour reprendre depuis le début, dépolarisation auriculaire, contraction des oreillettes, conduction auriculo-ventriculaire, et ensuite dépolarisation ventriculaire par avec la contraction des ventricules, et ensuite repolarisation ventriculaire, sachant que la repolarisation auriculaire est cachée dans le QRS. Quand on parle de troubles du rythme, voici le programme d'aujourd'hui. Nous allons tout d'abord parler des arythmies atriales, tout d'abord de la tachycardie sinusale, qui est quelque chose qui est physiologique, et ensuite de l'extrasystole, des extrasystoles atriales. On parlera ensuite des tachycardies atriales régulières ou des flotteurs, et enfin de la fibrillation atriale, qui est le trouble du rythme le plus fréquent. On parlera dans un second temps des tachycardies jonctionnelles, donc qui vont concerner les anomalies de conduction entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. On va parler des tachycardies jonctionnelles paroxystiques ou la maladie de Bouvray. Et ensuite, on va parler d'un syndrome qui est pas si rare que ça, qui est le syndrome de Wolff-Parkinson-White. On parlera ensuite des arythmies à l'étage ventriculaire, à savoir les extrasystoles ventriculaires, la tachycardie ventriculaire et ensuite la fibrillation ventriculaire. Pour commencer par les arythmies atriales, on va commencer par la tachycardie sinusale. La tachycardie sinusale est en fait quelque chose de physiologique. Ça correspond à une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute chez un adulte au repos. Elle est le plus souvent asymptomatique et elle se diagnostique à l'électrocardiogramme par une tachycardie sinusale régulière et permanente. Tachycardie sinusale, c'est-à-dire que nous aurons des ondes P qui seront suivies de QRS qui auront une morphologie normale. Donc on parle ici de ventriculogramme de morphologie normale précédé d'activité sinusale, donc c'est-à-dire une onde P qui est normale, c'est-à-dire positive en D2, D3, AVF, avec un espace PR qui sépare l'onde P et le complexe QRS qui est constant, qui ne s'augmente pas avec le temps. Les étiologies sont l'effort, l'émotion, la fièvre, la grossesse, l'anémie, l'hypoxie, parfois l'embolie pulmonaire. C'est quelque chose qui est en fait physiologique, qui va compenser quelque chose, qui va être réactionnel en fait, soit à un déséquilibre hormonal, soit à une émotion, soit à de la fièvre. Une insuffisance cardiaque, en augmentant la fréquence cardiaque, on augmente le débit cardiaque, l'hyperthyroïdie par l'hyperstimulation des hormones thyroïdiennes au niveau cardiaque. Et il existe parfois des tachycardies sinusales constitutionnelles chez le sujet jeune, anxieux, parfois déclenchées par le tabac ou le café. La tachycardie sinusale
elle reprend la voie entre guillemets normale des circuits électriques à l'intérieur du cœur, à savoir une activité du nœud sinusal qui est transmise normalement au nœud auriculo-ventriculaire, qui transmet normalement au ventricule par le faisceau de His cette dépolarisation. On aura des complexes P, Q, R, S, T normaux à intervalles réguliers avec une onde, avec un espace PR normal et des QRS qui sont fins et de morphologie normale. Ensuite, quand on parle vraiment d'arythmie, puisque la tachycardie sinusale n'est pas une arythmie, quand on parle d'arythmie, la physiopathologie est résumée avec ce triangle, le fameux triangle de l'arythmogénèse de Koumel, avec en fait un substrat arythmogène, une zone à l'intérieur du cœur qui peut se dépolariser ou qui peut être à l'origine d'arythmie qui ne correspond pas aux voies classiques de conduction. On peut avoir, qui peut être déclenché par un facteur, une gâchette, un trigger, qui va provoquer ce substrat arythmogène, l'activation de ce substrat arythmogène. Et on aura des facteurs modulateurs qui vont essayer de freiner ces arythmies. Quand on parle d'extrasystole atriale ou extrasystole auriculaire, ça correspond en fait à une excitation prématurée qui naît quelque part dans l'oreillette droite et gauche, un foyer ectopique du nœud sinusal, et qui est quelque chose qui est très fréquent. Le plus souvent, c'est symptomatique. Parfois, ça peut être à l'origine de palpitations. L'évolution, quand ça se répète plusieurs fois, ça peut évoluer vers un aspect de tachycardie atriale, voire de fibrillation atriale. On s'en occupe vraiment quand c'est très symptomatique et quand on a beaucoup d'extrasystole atriale avec des salves ou des morphologies qui sont différentes. Les étiologies des extrasystoles atriales, c'est soit sur un cœur sain, alors c'est complètement bénin, ou sur n'importe quelle cardiopathie en fait, on peut en trouver également. Le traitement, c'est rarement traité, à part si c'est très symptomatique, et c'est seulement s'il y a un risque d'évolution vers une tachycardie atriale ou une fibrillation atriale. Le traitement, bien sûr, va passer par supprimer les facteurs favorisants qu'on peut facilement corriger, comme l'arrêt du tabac, de l'alcool et du café. Quand on revient sur notre schéma, en fait, au lieu d'avoir une activité sinusale normale, on a un foyer ectopique quelque part dans l'oreillette droite ou l'oreillette gauche qui va être un substrat arythmogène et qui va conduire à la dépolarisation prématurée du nœud auriculo-ventriculaire avant que le nœud sinusal l'ait atteint. Et c'est pour ça qu'on aura alors toujours un aspect PQRST, mais ici une dépolarisation, c'est-à-dire un complexe QRS qui sera prématuré par rapport à l'espace entre ici et ici. L'espace RR se raccourcit brutalement avec une onde P ectopique qui apparaît trop prématurément, et un espace PR ici qui se raccourcit par rapport à celui-là ou par rapport à celui-là. Okay. Le flotteur atrial, alors là c'est un circuit de macro-entrée, il faut voir comme si il y avait une dépolarisation qui était perpétuelle et qui tournait à l'intérieur de l'oreillette droite sans arrêt et qui va activer le plus souvent au bout de 2 sur 1, c'est-à-dire au bout de 2 tours de l'oreillette droite, ça va dépolariser le ventricule. Le plus souvent, c'est une tachycardie qui est régulière, qui est assez bien organisée, qui peut aller jusqu'à 300 battements par minute, avec des ondes F, entre guillemets, et en fait, c'est un aspect de toit d'usine de la ligne isoélectrique, c'est-à-dire le zéro du QRS, on a un aspect en toit d'usine, sans retour à la ligne isoélectrique. Au lieu d'avoir un trait bien plat, on a cette espèce de toit d'usine en fond sonore, en fait, au niveau atrial. Les QRS, quant à eux, sont normaux, puisqu'ils sont dépolarisés de façon par les voies normales, le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His, qui va dépolariser ces ventricules avec les QRS qui sont fins et qui sont cette fois-ci à une fréquence de 150 battements par minute. Okay, donc souvent c'est 2 sur 1, donc on a 300 battements par minute dans l'oreillette et 150 battements par minute dans le ventricule. Plus rarement, on aura des transmissions à 3 pour 1 ou 4 sur 1 ou des modularités variables. Quand on revient sur notre schéma, ici, vous avez cette onde F ou cet aspect de toit d'usine que vous observez dans le CG qui suivra,
qui correspond en fait à ce circuit de macro-entrée à l'intérieur de l'oreillette droite qui tourne sans arrêt. Et, parfois, ce circuit de macro-entrée va dépolariser le ventricule à intervalles réguliers, le plus souvent. Et donc cet aspect de toile d'usine avec des QRS qui sont soit réguliers, soit irréguliers, signe le flotteur auriculaire. Ou flotteur atrial, c'est la même chose. L'évolution, c'est qu'à la force d'avoir une contraction atriale qui devient anarchique ou qui ne se contracte pas, on peut avoir la stagnation de sang à l'intérieur des oreillettes qui peut favoriser la constitution de thrombus et qui peuvent partir dans la circulation et faire des embolies, des AVC ou des embolies en dehors du cerveau. Le fait de perdre la systole atriale, le fait de perdre le remplissage du ventricule par la contraction de l'oreillette, on peut perdre en débit cardiaque si la fonction cardiaque est déjà altérée. Le fait de perdre la systole atriale, on peut avoir un tableau d'insuffisance cardiaque. L'étiologie, ça complique souvent une maladie du cœur sous-jacente. Souvent, ça complique une cardiomyopathie. Le traitement, il correspond à une réduction de ce flotteur atrial, soit par voie médicamenteuse, soit par voie électrique. On parle alors de cardioversion, soit cardioversion médicamenteuse par des antiarythmiques, soit cardioversion électrique par un choc électrique externe pour remettre le métronome à zéro. Bien sûr, avant de réaliser cette cardioversion, il faut s'assurer qu'on n'a pas de thrombus à l'intérieur des oreillettes. C'est pour ça qu'il faut absolument faire une échographie transœsophagienne si le flotteur existe depuis plus de 24-48 heures. Si le flotteur échappe au traitement médicamenteux ou au traitement par choc électrique externe, on peut proposer au patient une radiofréquence endocavitaire, c'est-à-dire qu'on va aller à l'intérieur de l'oreillette droite et on va aller brûler une partie de ce circuit électrique pour empêcher cette macro-entrée qui tourne en rond dans l'oreillette par une technique d'ablation par radiofréquence, par du chaud, au niveau de l'oreillette droite, le plus souvent. Le traitement par radiofréquence endocavitaire, ça se fait au bloc opératoire, sous sédation ou sous anesthésie générale, et c'est seulement pour les patients qui échappent au traitement et qui sont encore symptomatiques. On va parler maintenant de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire ou fibrillation auriculaire ou alors fibrillation atriale, c'est le même mot. C'est le trouble du rythme le plus fréquent. On a une désynchronisation des cellules atriales avec une activité qui est complètement anarchique de toutes les cellules de l'oreillette, avec un rythme ventriculaire qui cette fois-ci est irrégulier complètement et le plus souvent très rapide. On a toujours une perte de cette systole atriale parce qu'on n'a plus de cette la contraction des oreillettes, avec une stagnation de sang qui peut être l'origine de thrombus, encore plus que pour le flotteur. Le fait de ne pas contracter les oreillettes, on aura un mauvais remplissage ventriculaire qui pourra provoquer un tableau d'insuffisance cardiaque. On a trois entités dans la fibrillation atriale. On a la fibrillation atriale paroxystique qui dure depuis moins de 48 heures, qui est de nouveau ou qui existe régulièrement. Il y a la fibrillation atriale persistante qui dure depuis plus de 48 heures. Et la fibrillation atriale permanente qui cette fois-ci est chronique. Le patient est toujours en fibrillation atriale, sans arrêt. Quand on revient à notre schéma, cette fois-ci au niveau des oreillettes, ce qui se passe, c'est qu'on a une contraction complètement anarchique, complètement désorganisée des oreillettes. Et on aura une impulsion du auricule ventriculaire qui sera également complètement anarchique avec des QRS qui seront cette fois-ci irréguliers. La ligne isoélectrique, ce zéro en fait, de QRS, n'est jamais stable. On appelle ça une trémulation de la ligne isoélectrique. On revient ici, pardon. Les QRS, cette fois-ci, sont toujours fins. Hein. L'arythmie vient de l'étage supraventriculaire. Les QRS sont normaux. La contraction des ventricules se fait électriquement normalement. Cliniquement, le patient a des palpitations avec un début qui est brutal pour les formes paroxystiques. Parfois, le patient ne s'en rend même pas compte. Il est complètement asymptomatique ou un peu fatigué ou alors il est un peu essoufflé. Certains patients, ça peut provoquer des douleurs à la poitrine par une baisse du débit coronaire. Et à l'électrocardiogramme,
On n'aura plus ces ondes F et ce tableau de toit d'usine, mais alors on aura une activité atriale complètement anarchique, irrégulière, avec une trémulation de cette ligne isoélectrique, et les QRS qui sont fins, mais irréguliers. Sur un ECG, ça donne ça. Quand on regarde en V1, ici, on aura cette ligne qui fera un petit grabouillis, là, cette trémulation de ce bruit de fond de base. Il ne correspond pas au toit d'usine qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci, ça bouge tout le temps. Les contractions des oreillettes se font de façon complètement anarchique. Les QRS, vous voyez, sont irréguliers quand on regarde. Les QRS sont fins, correspondent à une contraction ventriculaire électriquement normale et irrégulière. Quand on regarde les intervalles RR, ici R et R, sont irréguliers d'un QRS à l'autre. Les étiologies de la fibrillation auriculaire et de la fibrillation atriale, c'est en gros beaucoup d'étiologies cardiaques, avec notamment de la valvulopathie mitrale. Beaucoup de valvulopathie mitrale. Quand on a une insuffisance ou un rétrécissement mitral, on va avoir une surpression dans l'oreillette gauche qui va se dilater, et cette dilatation va être un substrat à l'origine de la fibrillation atriale. On a tout ce qui est cardiomyopathie dilatée, qui peut exister chez les sujets jeunes avec des coronaires saines, des cœurs qui se dilatent, des oreillettes et des ventricules qui se dilatent, parfois sans qu'on comprenne pourquoi. Des problématiques de thyroïde, l'hyperthyroïdie notamment, pour ça fait partie du bilan étiologique de l'AFA, la TSH, T3, T4. Tout ce qui est cardiopathie ischémique, notamment les infarctus qui correspondent à la paroi postéro-inférieure du fond des oreillettes. On peut avoir au niveau des zones ischémiques et à la frontière des zones ischémiques des zones arythmogènes qui peuvent être à l'origine de la fibrillation atriale. Et puis on peut avoir aussi des étiologies d'origine péricardique, par des péricardites aigus ou chroniques. Les étiologies extracardiaques sont plutôt rares. Des étiologies pulmonaires, par exemple une embolie pulmonaire, une surpression dans l'artère pulmonaire, ça peut provoquer une fibrillation atriale. L'hyperthyroïdie, on l'a dit. L'hypokaliémie peut provoquer cette fibrillation atriale. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce potassium chez nos patients et le corriger parfois simplement en corrigeant le potassium, on réduit l'AFA. L'éthylisme aigu, le phéochromocytome, c'est plus rare. Bien sûr, il existe des étiologies idiopathiques sur des FA, sur des cœurs qui sont complètement sains, sans qu'on comprenne pourquoi. La complication de la fibrillation atriale, c'est le tableau d'insuffisance cardiaque gauche ou le tableau d'insuffisance cardiaque globale. Vous avez compris que si la fonction ventriculaire était altérée, le fait de perdre la contraction des oreillettes, c'est la troisième fois que je le dis, je pense, le fait de perdre la contraction des oreillettes, ça fait baisser drastiquement le débit cardiaque, de 20% le débit cardiaque, et ça peut faire basculer le patient vers un tableau d'insuffisance cardiaque gauche ou vers un tableau d'insuffisance cardiaque globale. La deuxième complication, c'est cette stagnation au niveau des oreillettes, du sang qui est mal vidangé par l'absence de contraction des oreillettes. Et cette stagnation du sang va provoquer, peut conduire à la formation de thrombus qui peuvent partir dans la circulation et faire des AVC. Quel est le traitement de la fibrillation atriale? Alors, on a deux attitudes. On a soit une attitude où on va essayer de ralentir le rythme cardiaque, soit on va essayer de réduire le rythme cardiaque. C'est-à-dire que soit on essaie de ralentir la fréquence cardiaque en gardant la fréquence cardiaque irrégulière, soit à tout prix on essaie de contrôler le rythme et retourner en rythme sinusal. Dans tous les cas, il faudra anticoaguler ces patients par des anticoagulants, de l'héparine, des AVK ou des nouveaux anticoagulants. Le traitement, ce sera également suivi de traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Pour ralentir le rythme cardiaque, le plus souvent, on utilisera des bêta-bloquants. Pour réduire la fibrillation atriale et pour revenir vers le rythme sinusal, on utilisera alors cette fois-ci des antiarythmiques qui peuvent être de la cordarone à forte dose, le choc électrique externe, la cardioversion électrique, c'est-à-dire, ou la procédure par voie endovasculaire en bloc d'électrophysiologie, la radiofréquence ou la cryoablation de fibrillation atriale. Cette fois-ci, on va aller brûler les zones qui sont à l'origine de la fibrillation atriale, soit par du chaud, la radiofréquence, soit par du froid, la cryoablation. Donc ça, c'est pour contrôler le rythme, pour revenir en sinusal.
Pour la cardioversion, je vous ai parlé tout à l'heure, on a la cardioversion électrique, qui est faite par choc électrique externe sous anesthésie générale courte, soit une cardioversion qui est médicamenteuse par des fortes doses de cordarone avec un entretien. On peut faire les deux également, imprégner le patient en cordarone et le choquer dans un second temps. Et autrement, ce que j'ai dit, là, pour les procédures par voie endovasculaire au bloc d'électrophysiologie, on va cathétériser la veine fémorale, revenir jusque dans l'oreillette droite et aller dans l'oreillette gauche pour brûler par le chaud ou par le froid les foyers arythmogènes. Pour les traitements anticoagulants, c'est basé sur deux scores, un score ischémique qui est le score CHA2DS2-VASc, et un score hémorragique qui va alors contrebalancer le risque d'exposer un grand nombre de patients aux anticoagulants et de pondérer le risque hémorragique chez ces patients-là. Le score CHA2DS2-VASc qui va permettre de poser l'indication de l'anticoagulant, ça correspond en fait à chaque lettre correspond à un item du CHA2DS2-VASc. L'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'âge supérieur à 75 ans, ça correspond à 2 points. Le diabète, stroke, c'est l'AVC ou l'AIT. L'artériopathie, un âge entre 65 et 74 ans et le sexe féminin. Pour le score ASBLED, cette fois-ci, pour revenir sur le score CHA2DS2-VASc qui est supérieur ou égal à 2, il y a une indication théorique à anticoaguler nos patients. Pour le score ASBLED, H c'est pour hypertension, A c'est pour anomalie du foie ou du rein, stroke c'est pour l'AVC, l'antécédent de saignement, un INR labile chez les patients qui sont sous AVK, les patients supérieurs à 65 ans, l'usage de drogue et d'alcool, un ASBLED supérieur à 3 expose le patient à un risque hémorragique important. La surveillance des patients en fibrillation auriculaire se fait cliniquement par un examen cardiologique et par un ECG régulier, biologiquement pour vérifier le potassium, le bilan thyroïdien, également si le patient est anticoagulé par AVK, les INR, et évidemment par électrocardiographie pour voir la fonction biventriculaire et détecter un thrombus intracavitaire. Cliniquement, il faudra surveiller l'efficacité du traitement. On va vérifier la fréquence cardiaque. Est-ce que le patient est en rythme sinusal ou il est toujours en fibrillation atriale? Et à quelle fréquence il est? Est-ce qu'il est très rapide? Est-ce qu'il supporte ça? Est-ce qu'on peut augmenter le traitement pour le ralentir? Bien sûr, cliniquement, on va voir si le patient a fait un AVC, s'il a fait des déficits neurologiques, et détecter l'insuffisance cardiaque au niveau clinique par la fréquence respiratoire, la saturation ou la diurèse. La tolérance du traitement, surtout pour les traitements anticoagulants, c'est est-ce que le patient saigne, est-ce que le patient présente des hémorragies. Biologiquement, on va voir si le patient tolère son traitement anticoagulant. Quand le patient est sous héparine, bien sûr, on va mesurer le TCA ou l'activité anti-10A. Et bien sûr, on va mesurer les plaquettes pour détecter une thrombopénie induite par l'héparine. Si le patient est traité par antivitamine K, on va mesurer l'INR qui doit être situé entre 2 et 3 dans cette population. Si le patient est traité par l'héparine à bas poids moléculaire comme le Lovenox, on va mesurer l'activité anti-10A. Et pour les activités, les nouveaux anticoagulants, les anticoagulants oraux directs, il n'y aura pas de surveillance biologique pour ces médicaments-là, mis à part une fonction rénale régulière avec une kaliémie. L'ECG, chez les patients en FA, on va vérifier si la cadence ventriculaire a été ralentie ou si le patient est de nouveau en rythme sinusal. Ça paraît logique. Au total, on va surveiller notre patient de façon générale avec les constantes de base que l'on connaît. Et on va demander au patient s'il a encore des palpitations, s'il a des troubles de conscience, un déficit neurologique quelque part qui pourrait faire évoquer un accident ischémique cérébral. Biologiquement, on va vérifier chez nos patients l'ionogramme sanguin avec le sodium, le potassium surtout et la fonction rénale, la NFS avec la mesure des plaquettes et l'hémostase, l'INR, le TCA, l'anti-DSA en fonction de l'anticoagulant et bien sûr un électrocardiogramme. Nous en avons fini avec les arythmies atriales. On va revenir aux arythmies jonctionnelles. On va
parler dans un premier temps de la tachycardie jonctionnelle paroxystique ou la maladie de Bouvray, et ensuite on va parler du syndrome de Wolff-Parkinson-White. La maladie de Bouvray, initialement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est un trouble du rythme qui concerne le plus souvent le sujet jeune et qui existe seulement sur un mode paroxystique, avec des crises. Le mécanisme, c'est une réentrée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire ou alors l'existence d'une voie accessoire entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Donc soit on a un phénomène de réentrée à l'intérieur du nœud auriculo-ventriculaire qui emprunte une voie lente et une voie rapide, ou alors on a cette voie accessoire qu'on appelle le faisceau de Kent qui va court-circuiter le nœud sinusal qui va court-circuiter les circuits électriques entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. On appellera ça le faisceau de Kent, qui peut être à gauche ou à droite. Cliniquement, on aura un patient qui aura une tachycardie qui sera récidivante, qui arrivera régulièrement dans le temps, qui aura un début et une fin qui sera brutale, avec une durée qui est variable, de quelques minutes à plusieurs heures. La tachycardie, cette fois-ci, est régulière, contrairement à ce qu'on a vu avec le flutter et la fibrillation atriale. Cette fois-ci, les QRS, l'intervalle RR est fin. Plutôt rapide, 150 à 220 battements par minute. Les QRS sont fins, la contraction, la dépolarisation ventriculaire est normale. On est toujours dessus du nœud auriculo-ventriculaire, les QRS sont fins. Les ondes P sont invisibles parce que parfois ça va trop vite et elles sont masquées dans les QRS ou parfois elles sont rétrogrades, négatives parfois dans les dérivations inférieures. Cette fois-ci, à l'intérieur du nœud auriculo-ventriculaire qui est ici, on aura des voies à l'intérieur qui vont tourner sans arrêt et qui vont provoquer qui vont conduire la contraction des ventricules à chaque fois avec une fréquence qui peut aller jusqu'à 220 par minute. Okay. Ici, vous avez un aspect typique de maladie de Bouvray, une tachycardie supraventriculaire paroxystique avec des intervalles RR qui sont réguliers. Ici. L'onde P, cette fois-ci, est visible, mais elle est négative. Et elle est très proche du QRS. C'est un intervalle PR qui est très très court. Parce que la cadence du nœud auriculo-ventriculaire est très rapide. Sur un ECG de patient, ça ressemble à ça. Vous aurez cette tachycardie qui est très rapide. Okay, là, on est aux alentours de 250, 220 par minute quasiment ici. On a des QRS qui sont fins et des intervalles RR qui sont réguliers. Et c'est une tachycardie qui est régulière. On ne peut pas dire qu'elle est sinusale parce qu'on n'a pas d'onde P. Nulle part. Mais on n'arrive pas à les voir. En fait, probablement parce que l'onde P, elle est cachée dans le QRS, à l'intérieur. Tellement ça va vite. L'évolution, souvent, c'est bien toléré. Parfois, c'est à l'origine de malaise, rarement de perte de connaissance vraiment. Et l'évolution, elle est variable. Parfois, c'est des patients qui présentent des crises très rarement, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Et parfois, des patients qui présentent des crises très fréquentes, qui sont très invalidantes, qu'il faut prendre en charge médicalement, voire en bloc d'électrophysiologie. Le traitement de la crise, il y a des manœuvres vagales. On va stimuler le système parasympathique par un massage des carotides, d'une carotide chez un patient qui est assis. D'accord. Pas les 2 carotides en même temps, encore moins un patient debout. Si le patient tombe dans les pommes, il peut se faire mal. Donc on fait ça tranquillement assis. On a la striadine qui fonctionne également. En intraveineux direct, rapide, qui permet de faire un reset de l'activité du nœud auriculo-ventriculaire. Il faut prévenir le patient quand on fait de la striadine parce que c'est suivi par une pause sinusale avant que le nœud auriculo-ventriculaire récupère. Okay. Le patient se sent mourir, se sent partir au moment de l'injection de la striadine. Il faut le prévenir, ça repart. Il faut que le patient soit scopé, bien sûr, avec de l'oxygène. Voilà. C'est un médicament qui fonctionne très bien. Si les crises sont récidivantes ou fréquentes, voire invalidantes, on peut proposer un traitement de fond par bêta-bloquant ou par un anti-arythmique qui s'appelle le verapamil. Le traitement radical, c'est le traitement par radiofréquence endocavitaire du faisceau accessoire du Kent
ou de la voie lente par réentrée intranodale. Ça se passe également au bloc d'électrophysiologie, sous anesthésie, soit par sédation, soit par anesthésie générale. Et c'est quelque chose qui est plutôt lourd, mais qui fonctionne très bien et qui est réservé aux patients qui échappent aux traitements médicamenteux et qui ont des crises qui sont très invalidantes. Donc on a fini avec la maladie de Bouvray, on va parler maintenant rapidement du syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui correspond au niveau électrocardiographique avec un espace PR qui est très court, en dessous de 120 millisecondes, des QRS qui s'élargissent, qui sont supérieurs à 120 millisecondes, avec un aspect empâté initial du QRS, on appellera ça une onde delta. Ça repose sur la présence d'une voie de conduction auriculo-ventriculaire accessoire qui est anormale, un faisceau de Kent, également, on appelle ça également un faisceau de Kent, qui constitue en fait une préexcitation ventriculaire. Donc, au lieu d'avoir ce nœud sinusal qui va transmettre l'information au nœud auriculo-ventriculaire, on a une voie accessoire ici, un faisceau de Kent ici, qui passe ici, et qui va dépolariser le ventricule par là, en fait, la fin du réseau de Purkinje, qui correspond à la fin du réseau de dépolarisation ventriculaire. Donc ça va préexciter le ventricule alors qu'il n'a pas fini d'être dépolarisé. Vous avez compris que ça va court-circuiter le sens de l'influx électrique. Donc, ce syndrome de Wolff-Parkinson-White, ça favorise les arythmies atriales, donc tout ce qui est tachycardie atriale, flutter, fibrillation, avec un risque de transmission au ventricule à des fréquences très très élevées, 300-350 mètres par minute. Et c'est pour ça que ce syndrome est très dangereux, c'est que ça peut dégénérer en fibrillation ventriculaire et provoquer des morts subites. C'est rare, mais il faut savoir le détecter et c'est assez difficile sur l'ECG de le détecter si on n'a pas l'œil averti. Le traitement, il se fait par radiofréquence, si le Wolff-Parkinson-White est symptomatique, et on peut faire une radiofréquence de la voie accessoire si chez les patients qui sont jeunes et sportifs et qui sont asymptomatiques, on peut quand même traiter cette voie accessoire devant le risque de mort subite, si le patient n'est pas symptomatique. Donc ici, vous avez un patient qui est en rythme sinusal, avec des ondes P, des QRS qui ont l'air un peu élargis quand même. Et en fait, cet empattement, la portion ascendante du QRS, elle est un peu en deux temps, un peu crochetée. Ici, on l'aperçoit bien. Et c'est ça l'onde delta. Okay, et ça correspond à cette préexcitation ventriculaire, à ce court-circuitage des conduits électriques normaux. Voilà, c'est quelque chose on voit que les QRS sont un tout petit peu élargis, mais pas tant que ça. On a fini avec les tachycardies jonctionnelles, on redescend encore dans les voies électriques et on vient au niveau ventriculaire. On va parler des extrasystoles, de la TV et de la FV. Les extrasystoles ventriculaires, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui est le plus souvent bénin, parfois malin, parce que ça va empêcher la contraction correcte du cœur et le débit. Ça peut gréver le débit cardiaque. On peut avoir des extrasystoles ventriculaires sur un cœur sain, souvent c'est très bénin, sur un cœur pathologique qui peut être dilaté à cause d'une cardiomyopathie dilatée à coronaire saine, à cause d'une cardiopathie ischémique, à cause d'une cardiopathie hypertrophique, ou des cardiopathies encore plus rares au niveau rythmogène du ventricule droit. On peut avoir des extrasystoles ventriculaires à la phase aiguë de l'infarctus qui peuvent dégénérer en tachycardie ventriculaire ou en fibrillation ventriculaire. Le diagnostic avec un C. Et c'est quelque chose qui est asymptomatique le plus souvent. Ça peut provoquer des palpitations, une sorte de raté, de contraction cardiaque ratée. Et à l'ECG, on aura un QRS qui est prématuré, qui est large, qui n'est pas normal et qui n'est pas précédé d'une onde P, qui ne provient pas d'une dépolarisation atriale. Les signes de gravité, c'est selon la cardiopathie sous-jacente. Bien sûr, si le cœur est malade et qu'on a beaucoup d'extrasystoles ventriculaires, ça va empêcher le débit cardiaque ça va gréver le débit cardiaque, diminuer le débit cardiaque.
C'est pour ça qu'on fait des tests d'effort chez les patients qui ont une cardiopathie sous-jacente pour détecter ces extrasystolie ventriculaires. On peut se céder d'un holter ECG, un patient qui garde un ECG sur lui pendant 24 heures, et on va regarder s'il y a beaucoup de SV, si elles ont toutes la même tête, ou si elles ont un polymorphisme, si elles sont fréquentes, si elles sont répétitives, ou si elles sont par salve. Les complications, c'est que ça peut dégénérer en tachycardie ventriculaire ou en fibrillation ventriculaire, mort subite. L'extrasystole ventriculaire, c'est un trigger, c'est une gâchette à une arythmie qui est beaucoup plus soutenue. Le traitement de fond, c'est des bêta-bloquants et ou la cordárone, selon la cardiopathie, médicamenteux. On peut également proposer un traitement au bloc d'électrophysiologie, par voie endocavitaire. L'extrasystole ventriculaire, cette fois-ci, le foyer arythmogène, il vient de l'étage ventriculaire. Okay, et il va dépolariser de façon non classique par rapport à ce qui existe normalement. Ça va dépolariser le ventricule. Donc ici, ça va dépolariser le ventricule droit bien avant le ventricule gauche, parce que ça va dépolariser de proche en proche. Et du coup, on aura un QRS qui sera élargi. Okay, et ce QRS élargi, il sera prématuré par rapport au complexe QRS qu'on a ici. Okay, l'intervalle RR est régulier ici, il est régulier ici, et là, avant qu'on ait une onde P, on a une contraction ventriculaire, en plus des ventricules de façon asynchrone, et c'est pour ça qu'on a un QRS qui s'élargit. On va parler de tachycardie ventriculaire. La tachycardie ventriculaire, c'est quelque chose qui est extrêmement urgent à traîner, puisque le ventricule, à la fréquence où il se contracte, il éjecte très peu. Et donc, on a un bas débit cardiaque et ça peut évoluer vers un arrêt cardiaque par tachycardie ventriculaire ou par fibrillation ventriculaire. Alors, c'est le traitement. Alors, le mécanisme de l'ATV, c'est soit par des réentrées à l'intérieur du ventricule, par des circuits électriques qui tournent à l'intérieur des ventricules, ou soit par un espace d'hyperautomatisme qui n'a aucun lien avec le QRS précédent. Les étiologies, c'est la même chose que les extrasystoles ventriculaires. Le plus souvent, c'est quand même la cardiopathie ischémique, et notamment au niveau de la zone frontière, la zone ischémique et la zone qui n'est pas ischémique. Au niveau de cette frontière, on a beaucoup de foyers arythmogènes. Le plus souvent, quand on va faire de la radiofréquence de la tachycardie ventriculaire, le plus souvent, on détecte la zone infarcie, et autour, on trouve la frontière, ces foyers arythmogènes. Diagnostic, c'est des patients qui sont des palpitations très rapides avec un début brutal et qui est très souvent mal toléré. Les patients se sentent très très mal, ils sont en situation de malaise, parfois ils perdent connaissance, parfois il y a un taux d'insuffisance cardiaque, parfois de choc cardiogénique. À l'électrocardiogramme, on aura une tachycardie qui sera régulière avec des QRS qui sont larges et qui seront complètement dissociés des oreillettes. On aura beau faire des manœuvres vagales, masser les oreillettes, masser les carotides, on n'aura aucun effet sur la tachycardie ventriculaire. Le diagnostic différentiel, c'est quelque chose qui vient de l'étage supraventriculaire, comme une FA très rapide, avec un bloc de branche, qui cette fois-ci, ça va. C'est-à-dire qu'au niveau du faisceau de His, je ne sais pas si vous vous souvenez les premières diapos, on a une anomalie du faisceau de His et on a des ventricules qui ne se contractent pas de façon synchrone, et on a un QRS qui est large. C'est le diagnostic différentiel. C'est quelque chose qui vient de l'étage supraventriculaire avec un faisceau de His qui ne fonctionne pas très bien. Et du coup, on a une tachycardie qui a QRS large et qui est rapide. Les complications, c'est la défaillance cardiaque, l'insuffisance cardiaque aiguë, choc, syncope ou l'hypothymie. Et le pire des cas, c'est que ça dégénère en fibrillation ventriculaire. Cette fois-ci, c'est l'arrêt cardiaque. Le traitement, c'est une urgence. Il faut appeler un SAMU. Il faut traiter ça par choc électrique externe ou antiarythmique en intraveineux à forte dose. Et si on arrive à réduire la tachycardie ventriculaire, il faut pouvoir la prévenir et prévenir la récidive en introduisant des traitements antiarythmiques. Et
Bien sûr, en implantant le patient d'un défibrillateur automatique implantable. Ok, c'est un défibrillateur qui a comme une pile dans le paroi sous-clavière le plus fréquemment, qui va, si jamais il y a une récidive de la tachycardie ventriculaire, va permettre de défibriller le cœur en faisant un choc électrique par des sondes qui viennent du boîtier et qui vont dans les ventricules. Donc cette tachycardie ventriculaire, on a un foyer arythmogène ici, avec une dépolarisation qui va de proche en proche et qui tourne en rond dans le ventricule, avec des QRS qui sont très très rapides. Et les QRS sont cette fois-ci larges, d'accord? On aura des QRS qui sont très larges. Les ventricules se contractent de façon irrégulière. La tachycardie, des ventricules qui se contractent de façon asynchrone. La TV est régulière, avec une fréquence ici aux alentours de quasiment 300 par minute, 280 par minute, je pense. Et on n'a pas d'onde P, on n'arrive pas à les voir. La torsade de pointe, ça correspond à une forme spécifique d'une tachycardie ventriculaire qui est provoquée par l'hypokaliémie ou certains médicaments. Ça correspond, alors on en revient rapidement, au lieu d'avoir un aspect de TV avec des QRS qui sont larges et monomorphes, on aura un axe de la TV qui va tourner également autour de lui-même. Et du coup, en fait, on aura cet aspect de QRS qui sont grands et qui rétrécissent, et qui sont grands et qui rétrécissent comme ça. Et ça correspond à l'axe du foyer arythmogène qui tourne sur lui-même à l'intérieur du ventricule. C'est quelque chose qui est assez rare, mais qui existe. La fibrillation ventriculaire, c'est l'arrêt cardiaque. C'est une contraction anarchique des cellules myocardiques et c'est une urgence. C'est un arrêt cardio-circulatoire. Les étiologies, ça peut être provoqué par une ESV ou une tachycardie ventriculaire qui a dégénéré, mais le plus souvent, c'est l'infarctus aigu. Le diagnostic, le patient, il est en état de mort apparente, il ne respire plus, il est plus conscient et il n'a pas de pouls. Si on fait un ECG au moment, on aura une activité ventriculaire complètement anarchique et irrégulière. On le verra sur la diapo suivante. Le traitement, c'est le traitement de l'arrêt cardiaque. Donc, massage cardiaque, appeler à l'aide, enlever un corps étranger s'il y en a un à l'intérieur de la bouche, et le massage cardiaque le plus vite possible, jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec un défibrillateur semi-automatiques qui sont déployés partout dans le grand public pour permettre de réduire le choc électrique, de réduire la fibrillation ventriculaire par choc électrique externe. Donc, si le patient récupère, bien sûr ces patients, il faudra qu'ils soient implantés d'un défibrillateur automatique et qui pourra les défibriller s'il y a une récidive de la fibrillation ventriculaire. Donc là, on a un QRS normal. Là, on a quelque chose qui ressemble déjà à une extrasystole ventriculaire. On n'a pas d'onde P. Là, on a quelque chose qui ressemble aussi à une ESV. Et puis là, ça part en tachycardie ventriculaire. Et puis ensuite, c'est complètement anarchique. Okay. Là, c'est pas une torsade de pointe, ça monte pas et ça descend de façon régulière. C'est une fibrillation ventriculaire, des QRS qui peuvent être larges, qui peuvent être fins. On parle de mailles fines ou de mailles longues pour la fibrillation. Et donc ça correspond à ce qui se passe au niveau du ventricule. C'est du grand n'importe quoi, de la dépolarisation complètement anarchique des cellules myocardiques ventriculaires qui donne aucune activité mécanique. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau de la aorte, il n'y a plus de flux. Ici, on a une histoire qui se finit bien, des QRS qui sont pas très normaux déjà, ici, dans le cul, une extrasystole ventriculaire, et là, on part en TV, et puis en fibrillation ventriculaire, ici. Fibrillation ventriculaire, fibrillation ventriculaire. Et très rapidement, paf, on a un spike, l'éclipse sonnante a fait un choc électrique externe qui va donner un aspect un peu complètement de rythme agonique, et puis finalement, une récupération d'une activité sinusale, et donc mécanique. Et là, c'est le défibrillateur automatique qui l'a fait, qui était implanté dans le patient. Maintenant qu'on a parlé des troubles du rythme, on va parler des troubles de conduction. Alors, les troubles de conduction, donc on a fini les troubles du rythme. Pour les troubles de conduction,
Les troubles de conduction se divisent comme ça, en fait. Soit c'est des anomalies du nœud sinusal, soit c'est des anomalies du nœud auriculo-ventriculaire, soit c'est des anomalies des branches du faisceau de His. Okay. Je reviens, si vous voulez, sur la première diapo où on a ici le nœud sinusal qui dépolarise les oreillettes et le nœud auriculo-ventriculaire qui va dépolariser les ventricules par le faisceau de His qui se sépare en une branche droite et une branche gauche. La branche gauche se sépare également, on ne reviendra pas. Et ces branches du faisceau de His vont à l'intérieur du ventricule jusqu'aux parois latérales. Ça, on s'appellera ça le réseau de Purkinje. Bref. Donc ça, c'est les voies classiques. Donc là, on va prendre les troubles de conduction étage par étage, comme on l'a fait précédemment. On va parler des troubles de conduction au niveau des oreillettes et du nœud sinusal, la bradycardie sinusale ou la paralysie sinusale, ou on appelle ça une dysfonction sinusale. Cette fois-ci, on aura une bradycardie avec des QRS qui sont très élargis les uns des autres et parfois des ondes P qui sont bloquées, qui ne conduisent pas à la dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire. Donc on appellera ça des blocs sino-auriculaires. Il existe des différents types de blocs sino-auriculaires. Le bloc sino-auriculaire de type 1, en gros, c'est juste qu'on a une augmentation de la conduction intra-atriale. Le temps que ça communique ici, c'est plus allongé. Le plus souvent, c'est asymptomatique, il n'y a pas de traduction sur le CG. Puis, voilà. Le bloc sino-auriculaire de type 2, c'est-à-dire qu'on a une pause sans onde P. Donc il y a plusieurs types. On va passer les détails, c'est quelque chose qui est hors programme. Mais en gros, c'est une paresse du nœud auriculo-ventriculaire. Au lieu de dépolariser de façon régulière, puisqu'il y a une activité automatique, intrinsèque, des fois il va arrêter de stimuler et on n'aura pas d'onde P, et donc pas de QRS, et donc pas d'activité mécanique. Donc ça va provoquer une pause qui peut être syncopale. Et le pire, c'est ça, c'est la pause sinusale, qui peut être très longue et qui peut être précédée d'un intervalle PP normal. Et parfois, on a un rythme d'échappement ventriculaire, heureusement, un système de sécurité, avec une dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire à une fréquence de 45 par minute, 30 à 50 par minute, qui va permettre une activité des ventricules, même s'il n'y a pas de stimulation du nœud sinusal. Okay. Donc là, c'est un bloc sino-auriculaire. Ici, vous avez des QRS qui sont normaux, des PR qui sont normaux, et quelque chose qui est sinusal. Et puis là, il n'y a pas d'onde P. Et donc, il n'y aura pas de QRS. Et là, il y a une pause. Le patient, il se sent partir. Et puis là, ensuite, il y a une bradycardie sinusale derrière, avec des ondes P qui sont très lentes. Et donc, une activité électrique ventriculaire qui est très lente. Okay. Et c'est surtout ça qui peut être syncopal, d'accord ? On a un problème au niveau de la dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire. Pas d'onde P, et donc pas de contraction des ventricules par la suite. Ça, c'est un autre type de bloc sino-auriculaire. On aura des espaces PR qui sont un petit peu allongés, mais normaux, irréguliers. Ici, on a un extrasystole atrial qui ne conduira pas à la contraction des ventricules. Bref, il se passe quelque chose, il y a déjà une arythmie au niveau de l'étage supraventriculaire. Et là, on a une extrasystole atriale, et puis là, on n'a plus d'activité au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Pas d'onde P, pas de QRS. Et là, pareil, une bradycardie sinusale avec une paresse du nœud auriculo-ventriculaire. Ça peut être également mal supporté. Alors là, c'est le bloc sino-auriculaire de haut degré. Cette fois-ci, on n'a pas d'onde P. Là, on n'a pas d'onde P, pas d'onde P. Là, on a enfin une onde P, enfin. Et puis là, on n'a pas d'onde P, rien du tout. Donc le nœud auriculo-ventriculaire ne fonctionne plus. Le nœud sinusal, pardon, ne stimule plus le nœud auriculo-ventriculaire. Et on a un risque d'échappement ventriculaire. Ce système de sécurité qui fait que les ventricules se contractent aux alentours de 30 à 50 par minute. Ici, on a 40 par minute. Ici, avec des QRS qui sont plutôt fins, mais qui ne sont pas précédés d'onde P. Okay.
c'est une dysfonction sinusale, un bloc sino-auriculaire de haut degré. Donc ça, c'est toutes les anomalies qu'on a vues, c'est entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Maintenant, on descend, on parle des anomalies qui se retrouvent au niveau des blocs atrio-ventriculaires. Donc c'est soit au niveau du faisceau de His, soit au-dessus, soit au niveau du nœud auriculo-ventriculaire lui-même, soit au niveau du faisceau de His lui-même, soit au niveau des subdivisions du faisceau de His en dessous. Okay. Pour quand ça concernera des anomalies de conduction au niveau de l'oreillette et des ventricules et que l'anomalie se trouve dans le nœud, on appellera ça un bloc nodal, un bloc supra-hissien au-dessus du faisceau de His. Si l'anomalie de conduction elle se trouve dans le faisceau de His, on appellera ça un bloc hissien ou un bloc tronculaire. Et si l'anomalie se trouve au niveau des subdivisions du faisceau de His, on appellera ça un bloc infra-hissien. Les étiologies, pour les étiologies réversibles, c'est l'infarctus aigu, notamment l'infarctus inférieur. L'infarctus inférieur parce que la paroi inférieure, c'est au niveau de la paroi inférieure qu'on aura le nœud auriculo-ventriculaire. On a ça également en post-opératoire des chirurgies cardiaques, notamment les chirurgies valvulaires, mitrales ou aortiques. On peut avoir ça en complication d'un épisode infectieux d'une endocardique avec un abcès du septum au niveau aortique ou mitral. On peut avoir des blocs atrioventriculaires qui sont inflammatoires, qui sont provoqués par des médicaments ou par une hyperkaliémie. Ça, c'est assez fréquent. Les étiologies chroniques avec des BAV qui sont chroniques, c'est souvent dégénératif ou alors post-chirurgie cardiaque ou alors des choses qui sont congénitales ou sur les cardiopathies dilatées, ischémico-valvulaires. Le BAV, donc le bloc auriculo-ventriculaire, soit le BAV, il y a différents degrés. Le BAV du premier degré, c'est un allongement de l'espace PR, c'est-à-dire qu'au niveau de l'espace, au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, on a un allongement de sa dépolarisation. On va le voir après. Pour le bloc auriculo-ventriculaire de 2 degrés, on a le premier type, ok. On a un allongement de l'espace PR qui s'allonge progressivement et jusqu'à qu'on a une onde P qui ne conduise plus les ventricules. C'est un type 1. Un PR qui augmente et puis une onde P qui est bloquée. Pour le type 2, souvent on a une onde P qui est bloquée à période qui est le plus souvent fixe, 2 sur 1 ou 3 sur 1. On a deux ondes P qui conduisent, une onde P qui ne conduit pas. Le BAV de 3e degré, cette fois-ci on a une dissociation complète entre les ondes P et les QRS, avec deux rythmes qui sont complètement indépendants. Une activité atriale qui est rapide et une activité ventriculaire beaucoup plus lente, un rythme d'échappement ventriculaire qui est plus lent. On va le voir après. Pour le diagnostic topographique, pour le BAV1, c'est le plus souvent un bloc nodal. Pour le BAV2 Mobitz 1, c'est presque toujours nodal. Pour le BAV2 Mobitz 2, c'est presque toujours tronculaire ou infrahissien. Et pour le BAV de type 3, ou le bloc auriculo-ventriculaire complet, s'il est de siège nodal, les QRS sont fins, puisque la suite, les dépolarisations des ventricules va se faire de façon synchrone. Et si les QRS sont larges et très lents, alors le bloc il se trouve au niveau du faisceau de His ou en dessous. Le BAV1. Donc là, on a un allongement de l'espace PR. Ici, ça c'est plus long que d'habitude. Okay, d'habitude, c'est plus court que ça. Okay, mais ça ne provoque pas d'onde P bloquée. Toutes les ondes P conduisent à la dépolarisation ventriculaire. P, QRS, P, QRS. Pour le BAV2, Mobitz 1. Cette fois-ci, regardez l'espace PR. L'espace PR, ici, là, va s'allonger progressivement. Ici, vous avez 4 carreaux. Ici, vous en avez quasiment 6. Ici, vous en avez quasiment 9. Et là, une onde P sans QRS, onde P bloquée. Allongement progressif, onde P bloquée, BAV2 Mobitz 1. BAV2 Mobitz 2, cette fois-ci, on a
un espace PR qui est stable dans le temps, et puis une onde P qui ne conduit plus. PR stable, et une onde P qui est bloquée, progressive. Et parfois, ça se fait le plus souvent à 1 sur 3 ou 1 sur 4. Donc là, on a 3 PR normaux et 1 bloqué, 1 sur 3. Le BAV de 3e degré, au bloc auriculo-ventriculaire complet, on n'a aucune communication entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Okay, donc c'est-à-dire qu'on a une activité complètement dissociée. Il faut regarder juste les ondes. Là, il faut regarder que les ondes P. Et vous voyez que les ondes P tournent de façon régulière entre elles. P, 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 hop, etc. Et cette fois-ci, les QRS, eux, ont leur rythme plus lent et il est régulier également. R, 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 R. Okay, l'activité des oreillettes et des ventricules est complètement dissociée. Ça, c'est mal supporté, hein. C'est très très lent. Donc là, on a parlé des blocs auriculo-ventriculaires ou atrio-ventriculaires. Maintenant, on va parler des blocs de branches qui vont concerner le faisceau de His. Donc soit on a un bloc de branches qui est complet, c'est-à-dire qu'on a des ventricules qui se contractent de façon dissociée, avec un QRS qui est complètement élargi, soit on a un bloc qui est incomplet, avec des QRS qui sont fins, et qui ont des aspects qui sont anormaux dans certaines dérivations. Okay, on va en parler après. Le bloc de branche droit. Bloc de branche droit complet, c'est QRS large, avec un aspect qui est en aspect RS' en V1, V2, avec une onde S large, donc on appelle ça une onde S traînante, en V6. Qu'est-ce qu'on a sur le CG 12 dérivations. Okay, c'est surtout la V1 qui nous intéresse ici. On a cet aspect RSR', là. On a deux QRS qui sont dissociés. Okay, ça vient du fait qu'ici, il y a une anomalie de conduction. Et du coup, la dépolarisation du ventricule droit se frappe après celle du ventricule gauche. Okay, donc on a un aspect en M, R, S, R', un deuxième R qui apparaît, avec une onde S qui est un peu traînante ici, on appelle ça. Okay, et donc les QRS sont élargis. Okay, on a plus de 3 petits carreaux. Et donc là, il s'agit d'un bloc de branche droit complet. Le bloc de branche gauche, cette fois-ci, quand c'est un bloc de branche gauche complet, on a les QRS qui sont larges, quand les QRS sont fins, c'est un bloc incomplet. On aura un aspect en W ou en QS en V1, et surtout cet aspect en M qu'on a vu précédemment, mais qui n'est pas le même, en V6. Okay, donc, on va en regarder ça. Donc, on a cet aspect en V6 là, avec deux QRS qui sont deux QRS qui sont un peu dissociés, et ce qui donne cet aspect en M ici. On n'a pas vraiment l'aspect RSR' qu'on avait vu dans le bloc de branche droit. On a cet aspect qui est un gros QRS avec deux pics ici. Donc là pareil, on a une anomalie de la branche gauche du faisceau de His, et donc le ventricule gauche va être dépolarisé après le ventricule droit, au lieu d'avoir une dépolarisation harmonieuse des deux ventricules synchrones. Le bloc de branche gauche, c'est quelque chose qui n'est pas normal, contrairement au bloc de branche droit. C'est révélateur d'une cardiopathie ou un facteur d'évolutivité d'une maladie, une cardiopathie qui est très avancée. Okay, le fait de désynchroniser les ventricules par le bloc de branche gauche, on perd 10 à 20% de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Okay, si on dissocie les deux ventricules, alors que les oreillettes se contractent de façon synchrone, on a une certaine dissociation de remplissage au niveau du ventricule gauche. Okay, et du coup, c'est des indications chez ces patients-là à mettre un pacemaker avec deux sondes, une sonde ventriculaire gauche et une sonde ventriculaire droite, qui va permettre la stimulation des deux ventricules en même temps. On appellera ça la resynchronisation, et on gagne 20% de fraction d'éjection du ventricule gauche rien qu'avec le pacemaker. Le bloc de branche droit, c'est plus bénin, et ça existe parfois chez le sujet jeune, et sur les cardiopathies droites. Mais c'est quelque chose qui est bénin, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on voit un bloc de branche droit chez un patient qui va bien. Situation clinique. On va parler il y a beaucoup de troubles de conduction. Je l'ai dit que le cours fait un peu catalogue. Il y a les troubles de conduction de haut grade.
qui sont des troubles de conduction qui sont mal tolérés hémodynamiquement. Les solutions de haut grade, c'est les blocs sino-auriculaires de type 2 ou 3, ou les BAV2 Mobilis 2 ou BAV3 surtout. Le maître symptôme, c'est la lipothymie, un patient qui perd connaissance d'un coup, perd connaissance brutale sans prodrome, sans phase post-critique qui pourrait faire évoquer une convulsion, une épilepsie. On appelle ça une perte de connaissance ou un malaise à l'emporte-pièce. Comme ça, en claquement de doigts, le patient tombe par terre. Ou alors si le baisse franche du débit cardiaque, le patient est confus, il ne se sent pas très bien. Si on a si la fonction cardiaque gauche est déjà altérée, on peut faire rentrer le patient dans un tableau d'insuffisance cardiaque gauche. Et le terrain, en fait, il est très variable. Dépend de l'étiologie, vous aurez compris. Les troubles de conduction aigus, le plus souvent, c'est quelque chose d'ischémique. Okay, c'est un infarctus et c'est souvent la paroi inférieure qui est concernée. Tout ce qui est aigu, il faut pouvoir aussi éliminer les intoxications. Les blocs nodaux sont provoqués surtout par les digitaliques, donc la digoxine par exemple, ça peut provoquer ça à forte dose. C'est pour ça qu'il faut jamais en prendre. C'est pour ça qu'on la dose quand on en donne chez nos patients. Certains bêta-bloquants, l'amiodarone peut provoquer un BAV3 également. Et les blocs infranodaux, c'est d'autres médicaments qu'on utilise un peu moins souvent. Les troubles de conduction aiguë, c'est parfois quelque chose qui se passe loin du cœur et en fait c'est des hémorragies mélangées, une rupture d'anévrisme, une rupture de malformation artério-veineuse au niveau cérébral. On a un orage cytokinique qui peut provoquer des troubles de conduction au niveau cardiaque. Au niveau infectieux, c'est tout ce qui va concerner l'abcès, tout ce qui va concerner le septum interventriculaire, un abcès au niveau du trigone mitro-aortique, un abcès au niveau de l'aorte ou de la valve mitrale. Il y a des choses plus rares comme la diphtérie, le rhumatisme articulaire aigu, la maladie de Lyme, la méningite. Et le bloc auriculo-ventriculaire, le BAV3, peut compliquer une hypercalémie sévère. Pour les troubles de conduction chronique, c'est quelque chose qui est le plus souvent dégénératif ou congénital. On peut avoir ça aussi sur les troubles on peut avoir les troubles de conduction de façon chronique sur des rétrécissements aortiques serrés ou sur des problématiques neurologiques, de dysautonomie chez les maladies de Parkinson ou des maladies plus rares ou des problèmes d'hypertension intracrânienne, des étiologies qui peuvent être médicamenteuses ou vagales. C'est ce qui est le plus rare. Pour les troubles de conduction de bas degré, c'est-à-dire qui ne sont pas symptomatiques, et quand ce n'est pas symptomatique, on ne donne pas de traitement en urgence. Pour les troubles de conduction de haut degré, c'est des patients qui vont aller en réanimation, en unité de soins intensifs cardiologiques ou en unité de soins intensifs rythmologiques, qui vont être scopés, au moins deux voies veineuses périphériques. Et si le patient est très lent, on peut lui proposer un traitement par atropine, qui est très efficace pour les infarctus inférieurs ou pour les malaises vagaux, ou par isuprénaline, qui est un inotrope, qui est chronotrope positif, c'est-à-dire que ça augmente la fréquence cardiaque, et il y a différents protocoles. Ça se passe au pouce-seringue électrique ou alors la pochon à la goutte. Le plus souvent, c'est au pouce-seringue électrique plus concentré que ce qui est marqué ici. Les troubles de conduction, le traitement spécifique, évidemment, si un patient fait un infarctus et qu'on a un trouble de conduction, il faut traiter l'infarctus. Si le BAV3 vient de l'hypercalémie, il faut traiter l'hypercalémie en baissant le potassium. Le patient n'a plus le BAV3 le plus souvent. Si le patient est intoxiqué au digitalique, on a des antidotes. Bon, ça, je vous le passe, c'est pas très important. Si les médicaments ne fonctionnent pas, l'atropine, l'isuprène ne fonctionnent pas, on peut entraîner le patient par des patchs d'entraînement externes. On met un patch ici et à l'apex du ventricule gauche. Et on va stimuler le cœur par l'extérieur. Bien sûr, il faut sédater le patient, parce que c'est vraiment pas très agréable. Ou alors, on met une sonde d'entraînement électrosystolique, comme une voie centrale qui va descendre dans le ventricule droit et qui va stimuler le ventricule droit et donc du coup le ventricule gauche
de proche en proche par des impulsions électriques à l'intérieur du cœur et c'est beaucoup mieux supporté. En attendant de trouver une autre solution. Et donc c'est pour ça que les patients doivent être pris en charge dans des unités de soins critiques qui permettent la mise en place d'une montée de sonde de stimulation externe, cette sonde d'entraînement électrosystolique, et permettre la coronarographie, parce que le plus souvent c'est quand même quelque chose d'ischémique. Le pacemaker il se discute au calme et très rarement en urgence. Si seulement il y a une persistance des symptômes cliniques, le patient n'arrive pas à faire des malaises et des pertes de connaissance, cette fois-ci on va l'implanter un pacemaker. Le pacemaker, ça ressemble à ça, hein. C'est souvent implanté, donc c'est dans le système veineux, par voie sous-clavière gauche ou droite, avec plusieurs sondes. Ici, vous avez une sonde qui est au niveau du sinus veineux, du sinus coronaire, au niveau de l'oreillette droite, et une sonde ventriculaire droite qui va à l'apex du ventricule droit. Okay. Et on va pouvoir stimuler, écouter et stimuler les oreillettes et les ventricules. Là, c'est le futur de pacemakers, des pacemakers Micra, on appelle ça. C'est des pacemakers sans sonde qui se mettent en place par voie endovasculaire, par voie fémorale, et on va ficher ça avec des crochets à l'apex du ventricule droit. Ça permet d'éviter d'avoir des sondes et d'éviter d'avoir un boîtier ici qui sent sous la peau avec un risque infectieux qui est plus important. C'est du matériel qui est quand même important et long. C'est pas anodin d'avoir un pacemaker. Voilà, ça permet certains patients sont éligibles à ce type de pacemaker. Voilà, merci de votre attention.